Chapitre 9, partie 2. Tromperie aux Philippines. C'est aux Philippines, en 1989, que j'ai pu me familiariser avec quelques-unes des dures réalités de la tromperie. J'avais été envoyée là-bas par une association de défense des droits de l'homme. Je devais tenter de comprendre pourquoi le nouveau gouvernement, qui avait succédé au dictateur corrompu Ferdinand Marcos, et n'avait lancé aucune poursuite efficace à l'encontre de la police ou de l'armée malgré d'incessantes violations des droits de l'homme. Cory Aquino était présidente et venait d'accéder au pouvoir après la révolution populaire sanglante déclenchée par le meurtre de son mari. Ce dernier était le principal dissident politique du pays et il avait été assassiné par les complices de Marcos. En accédant à la présidence, Cory Aquino avait hérité deux choses de l'Ancien Régime, une police et une armée iniques et une guerre sale contre le mouvement de guérilla marxiste dans la région rurale. À son arrivée au pouvoir, la présidente Aquino était une activiste des droits de l'homme. Mais elle s'avérait pourtant incapable d'empêcher sa propre armée de tuer, violer et torturer des innocents dans le cadre de la répression de l'insurrection communiste. Je me suis donc installée aux Philippines pour découvrir pourquoi et pour commencer, je me suis intéressée au dossier de plus évident, le massacre de Lupao. Tous les journaux philippins avaient évoqué cette tuerie. Des soldats du 14e bataillon d'infanterie de l'armée philippine avaient abattu 17 villageois désarmés, dont 6 enfants et 2 personnes âgées, et blessé 8 autres. Une poignée de guerrieros avait passé la nuit précédente dans le village. Tôt le lendemain matin, alors qu'une patrouille de l'armée approchait de la petite grappe de huttes, les guerrieros ont abattu le chef militaire. Quand sont arrivés les renforts de l'armée, les guerrieros s'étaient retranchés dans les montagnes depuis longtemps. De rage, les soldats ont fait sortir tous les villageois des rizières où ils s'étaient cachés et ils les ont criblés de balles. Après l'incident, l'armée a rapporté avoir tué 11 guerrieros sur place, en avoir capturé 5 et avoir amené 2 autres membres de la guérilla blessés à l'hôpital. Et tout ceci, bien sûr, s'est révélé faux, car aucune de ces victimes n'appartenait au mouvement de guérilla. Il s'agissait de paysans du village, de leurs grands-parents et de leurs enfants. Et plus tard, l'armée a prétendu que les civils avaient été abattus au cours de l'échange de tirs avec les guérilleros, et en ajoutant que certains d'entre eux avaient succombé par les rebelles et avaient détruit leur maison à coups de grenades. Les 7 survivants du massacre ont pourtant tous donné une version différente et les blessures par balle à bout portant des victimes civiles prouvent que la seconde affirmation de l'armée était fausse. Comme l'a conclu le grand prévôt de l'armée lui-même, les villageois ont été délibérément tués par des membres de le 14e bataillon d'infanterie pour tenter de couvrir les meurtres. Il a fallu un certain temps, mais ces soldats ont fini par être traduits en cour martiale pour répondre du massacre. Pourtant, à la grande surprise générale, la cour martiale les a tous acquittés. D'après la présidente d'Aquino, l'acquittement aurait résulté de refus de coopérer de certains témoins. Selon le président du tribunal, 20 d'entre eux ne se seraient pas présentés, rendant ainsi les preuves insuffisantes. Les procureurs militaires se sont plaints du manque de soutien des victimes, dont certains auraient même refusé de témoigner. Tout ceci m'a paru extrêmement déconcertant. D'un côté, je comprenais pourquoi les victimes n'avaient pas voulu se présenter au tribunal. Le procès n'avait pas lieu dans leur province, mais dans les locaux de l'armée de Manille. Pour venir témoigner, il leur aurait donc fallu effectuer un trajet quotidien aller-retour de 9 heures. Plus important encore, après avoir vu de leurs propres yeux que les soldats étaient capables d'assassiner des civils innocents, la perspective de pénétrer dans leur propre quartier pour les accuser directement devait être assez effrayante.
Qui sait ce qu'ils auraient pu advenir d'eux sur le chemin de l'aller-retour, ou du retour d'ailleurs. De l'autre côté, je savais que des gens qui ont assisté au meurtre de membres de leur famille tiennent généralement à tout prix à ce que justice soit faite et se montrent donc prêts à tout tenter pour que la vérité éclate. Aucun représentant de l'armée n'a pu me donner des motifs satisfaisants pour justifier l'absence des victimes survivantes du massacre. J'ai donc décidé de me rendre à Lupao pour leur poser la question moi-même. La vérité des survivants. J'ai effectué le trajet que les témoins auraient dû suivre. À bord d'un bus brinque-ballant et rongé par la rouille, j'ai quitté l'agglomération de Manille en direction des campagnes de Tarlac et Nova Ecija. Il n'existe rien de plus verdoyant que les rizières qui tapissent ces provinces rurales des Philippines, et il est toujours extrêmement rafraîchissant de quitter le brouillard étouffant de Manille. Mon bus m'a déposé au beau milieu d'un marché animé de Saint-José, où j'ai fait du stop pour parvenir au village de Lupao. Je me suis rendue auprès de la mairie dévastée et j'ai demandé où habitait l'avocat Edouard Limos. Tous les habitants du coin le connaissaient car Ed était pratiquement le seul avocat de la région. Le chef de la police locale m'a conduit à l'arrière de sa moto jusque chez Ed. Ce dernier était un jeune homme timide dont le visage et le sourire trahissaient la gentillesse. Il était manifestement très intelligent et au-delà de la douceur de ses traits, son regard et ses pommettes saillantes trahissaient une profonde résolution. Maître Limos vivait et travaillait à Manille, mais il avait grandi à Lupao et il avait tenu à soutenir personnellement les survivants du massacre dans leur quête de justice. Ed m'a présenté au maire moustachu de Lupao et ensemble, nous avons pris l'ambulance du village pour nous rendre sur le minuscule site de Namulandayan où s'étaient déroulés les faits. Les huttes se dressaient en grappe au pied de la montagne verte et escarpée. Et j'ai compris d'emblée comment les guerrilleros avaient pu se retrancher aussi rapidement dans la brume des sommets. J'ai vu des débris carbonisés, des maisons de bambou où vivaient les victimes partiellement recouvertes de boue rougeâtre. Puis Ed m'a montré la rizière où les villageois avaient été rassemblés et abattus. J'ai parlé à plusieurs survivants. Comme d'habitude, ce travail est sorti du cadre de la routine quand mon regard a croisé véritablement le leur, en particulier celui de Mérissa, une magnifique petite fille de 8 ans qui avait eu la main arrachée par le tir d'une arme à feu. Ed avait beau connaître son histoire par cœur, il devinait qu'il supportait à peine la pensée des souffrances qu'elle avait endurées. Je leur ai donc demandé: pourquoi n'avez-vous pas été à la cour martiale pour témoigner contre les soldats qui ont fait ça? Oh, mais nous y sommes allés, répondirent-ils. Je leur jetai un regard interloqué. Mais oui, dit Ed, les 7 survivants ont témoigné au tribunal et ils ont formellement identifié au moins 4 des soldats accusés. Je leur montrai les déclarations du président de la cour martiale qui prétendait que 20 témoins ne s'étaient pas présentés et l'affirmation de l'avocat de la défense selon laquelle les survivants n'avaient pas été en mesure d'identifier un seul des soldats impliqués dans les massacres présumés. Ed, qui avait accompagné tous les plaignants au procès, était abasourdi par ces allégations. L'accusation avait 7 témoins et ils se sont tous présentés. Aucun n'a manqué à l'appel. Des preuves accablantes. Les preuves étaient bien là. Ed m'a remis la transcription du procès où figurait noir sur blanc le témoignage de tous les survivants, ainsi que le nom des 4 soldats incriminés qu'ils avaient formellement identifiés. Les villageois m'ont aussi décrit ce qu'ils avaient enduré pour se rendre au tribunal. Chaque jour, ils s'étaient levés à 3 heures du matin pour effectuer leur travail à la ferme avant de partir pour Manille à 5 heures, car ils devaient se présenter au camp militaire à 9h30. N'ayant pas les moyens de séjourner à Manille, ils étaient de retour chaque soir à Lupao à 23 heures.
Le procès a même dû être ajourné quelque temps pour permettre à Ed de récolter des fonds pour couvrir les frais de transport des victimes. L'une des survivantes, Conchita Carnate, avait assisté au meurtre de son mari, Ernesto, à coups de baïonnette, tout en suppliant les soldats de l'épargner. Elle s'était rendue devant la cour martiale. Elle s'était effondrée devant la présence intimidante de tous les soldats, mais elle avait poursuivi son récit jusqu'au bout. Je lui ai montré les déclarations de la présidente Aquino, affirmant que l'acquittement des soldats n'avait pas pour but de les blanchir, puisqu'il n'existait aucune preuve probante de leur culpabilité par manque de collaboration de certains témoins. Madame Carnate a rétorqué: Nous sommes allés aux auditions. Nous avons pu identifier les tueurs. Ils devraient être en prison. J'ai lu plusieurs fois la transcription du procès et rien ne manquait, ni dans les témoignages, ni dans les autres preuves à charge des accusés. Au début, les soldats incriminés ont affirmé que les civils avaient été tués accidentellement pendant l'échange de tirs entre les guerrieros et l'armée. Plus tard, confrontés aux témoignages des survivants et aux preuves matérielles démontrant clairement que cette version ne pouvait pas être vraie, ils ont modifié leur dire. 2 des soldats, formellement identifiés par les survivants, sont venus à la barre et ont reconnu que leur premier témoignage était mensonger. Ils ont admis que les civils de Lupao avaient été délibérément assassinés par l'armée. Et puis, ils ont recouru à un autre mensonge en affirmant que les 4 soldats coupables des meurtres ne faisaient pas partie de leur unité et ne se trouvaient donc pas parmi les accusés du procès. Ils ont assuré que ces 4 soldats avaient été mutés dans une province éloignée. Ce témoignage manifestement intéressé n'a fait l'objet d'aucune contre-interrogatoire. Les 4 mystérieux assassins n'ont jamais été localisés et la cour martiale n'a recueilli aucune preuve supplémentaire. Elle s'est contentée d'acquitter les accusés et elle a affirmé à la population et à la présidente que les témoins survivants ne s'étaient jamais présentés au procès. Comment le mensonge dissimule la coercition? Cette histoire douloureuse est riche d'enseignements sur la duplicité qui compte, tant la quête de justice, de toute évidence, la tromperie couvre la violence. Par frustration et par colère, ces soldats et leurs supérieurs ont abusé de leur autorité et de leur force pour prendre la vie à 17 villageois innocents et vulnérables. Les auteurs ont ensuite menti pour dissimuler cette injustice. Pour mieux s'en rendre compte, il suffit d'examiner la dynamique de la coercition, décortiquée plus haut dans le cadre de ce dossier spécifique. Tout d'abord, les tueurs ont privé leurs victimes de vie en usant de violence à l'état brut, baïonnettes et armes à feu. Par ailleurs, ces soldats étaient membres d'une chaîne de commande. Ils étaient donc envoyés par leur chef avec l'ordre de sécuriser les alentours. Leur supérieur hiérarchique assumait la responsabilité de les avoir armés de baïonnettes et de fusils et de superviser l'usage qui en était fait. Enfin, les soldats ont utilisé leurs armes sous le couvert de l'autorité légale et de la légitimité. Ils protégeaient prétendument la population et le gouvernement démocratiquement élu des Philippines contre des terroristes marxistes. Oh là! Tous les mensonges qui ont découlé de ces événements ont eu pour seul but de dissimuler la vérité sur la nature coercitive de cet acte perpétré. Toute injustice est généralement confirmée par une liste de contrôle qui couvre les 3 points ci-dessous. L'oppresseur s'efforcera donc de mentir sur 3 questions. Le recours à la coercition, qui a été blessé, quelle force a été utilisée et par qui. Ensuite, l'identité de celui qui a envoyé les exécutants. Et le 3e, la légitimité ou la légalité du recours à la coercition. Les soldats ont commencé par tromper la population. Ils ont menti sur l'identité des victimes en prétendant qu'il s'agissait de guerrieros.
Puis, reconnaissant que des civils avaient été tués, ils ont voulu dissimuler l'identité des assassins, d'abord en prétendant que les terroristes avaient tué les villageois à coups de grenade, puis en admettant que c'est l'armée régulière qui avait abattu des civils. En vertu de cette dernière allégation, ils ont affirmé que ces morts malencontreuses n'étaient pas punissables puisqu'elles résultaient d'un échange de tirs justifié avec les terroristes. Quand ce dernier point est tombé à son tour, ils sont revenus pour l'identité des tueurs en affirmant que les meurtres avaient été commis par des soldats d'une autre unité. Dans ce contexte, l'armée n'a jamais demandé le moindre compte aux officiers qui ont envoyé les soldats à Lupao, ni aux responsables politiques qui les ont armés, ni aux supérieurs hiérarchiques qui les commandaient sur le terrain. Tout le dossier a été ramené aux actes enragés de 4 soldats issus d'une autre unité, qui n'ont jamais pu être localisés et qui n'avaient manifestement aucun supérieur hiérarchique. Tout abus s'assortit de mensonges divers, mais dans presque tous les cas d'injustice. L'oppresseur s'efforcera de toutes ses forces de dissimuler la vérité, la véritable nature de la coercition dans le cadre de laquelle les victimes ont été abusées. L'oppresseur tentera de mentir au moins sur l'une des questions suivantes. Le premier, quelle coercition a éventuellement été appliquée? Dans le cas de Chama, le prêteur nie l'existence d'un contrat de servitude et prétend que l'enfant est seulement une apprentie qui apprend un métier ou une ouvrière libre et salariée. L'autre question, qui a été éventuellement blessé? Donc, dans l'exemple, encore une fois, le propriétaire du bordel cambodgien ment sur l'âge de l'enfant et prétend qu'elle se prostitue librement et fait ce qu'elle veut. Troisième question, qui exerce la coercition? Dans l'autre exemple, l'armée philippine prétend que les guerrieros ont tué les villageois. Quatrième question. Qui a commandé ou envoyé l'auteur de la coercition? La police de Rio de Janeiro nie tout lien avec l'escadron de la mort qui assassine les indésirables enfants des rues. Cinquième question. Le recours à la coercition est-il légal ou légitime? L'armée burundaise revendique la légitimité de l'emprisonnement de Monsieur Samson parce qu'il est un criminel coupable de génocide. C'est ce qu'ils disent. Dans chacun de ces dossiers, les mensonges ont été mis en lumière, mais la duplicité a fortement compliqué la quête de justice en faveur des victimes. Dans de nombreux cas, même les autorités les plus hautes en charge du pouvoir sont incapables de faire justice aux victimes parce qu'elles sont elles-mêmes trompées sur la nature de la coercition. Ainsi, je crois que la présidente Aquino ne refusait pas de faire droit aux victimes du massacre de Lupao, mais qu'elle était elle-même en proie aux tromperies de ses subordonnés et donc incapable d'intervenir. On pourrait arguer qu'elle a accepté les explications avancées avec un peu trop de naïveté, mais cette accusation est déjà très différente de celle de complicité criminelle. Lorsque nous décrirons les stratégies d'intervention dans les prochains chapitres, n'oublions pas que l'injustice peut être perpétrée par ignorance, souvent délibérée, il est vrai, ainsi que les abus volontaires de hauts responsables. Coercition et tromperie, les instruments des oppresseurs pour empêcher les secours. Les oppresseurs recourent à la coercition et à la tromperie non seulement pour commettre des abus, mais aussi pour empêcher les secours de parvenir à la victime. Souvenons-nous que l'injustice est l'abus de pouvoir des puissants envers les faibles. Si les victimes avaient autant de pouvoir que leurs oppresseurs, elles ne seraient pas vulnérables et ne seraient pas abusées. Si Chama n'était pas si pauvre, elle ne serait pas si aisément exploitable. Si les filles des rues n'étaient pas moins fortes que les policiers, elles ne pourraient pas être enlevées et livrées à la prostitution. La protection des plus vulnérables implique souvent l'exercice d'un pouvoir de contrepoids.
Si une œuvre missionnaire chrétienne propose à la famille de chamans un prêt à faible taux d'intérêt et une formation professionnelle, sa famille et elle disposeront de pouvoirs économiques nécessaires pour résister aux prêteurs sur gage. Si International Justice Mission envoie un détachement de la police à Bombay, dans un bordel où une jeune fille est détenue et contraire de se prostituer, cette dernière jouira d'une force équivalente qui lui permettra de se libérer de la coercition exercée par le proxénète. Si la police militaire arrête et incarcère plutôt les soldats qui ont tiré sur les villageois désarmés, ces derniers bénéficieront d'une force de contrepoids qui les protégera contre l'oppression de ces soldats criminels. Les coupables sont donc contraints d'isoler leurs victimes de ceux qui sont susceptibles de leur venir en aide. Comme nous l'avons vu plus haut, aucun oppresseur n'est assez puissant pour vaincre toutes les forces de la vérité et de la justice que l'humanité pourrait rassembler contre eux. Ils doivent donc maintenir les opprimés à l'écart de ceux qui sont en mesure d'exercer un contrepoids en leur faveur. Et pour ce faire, ils utiliseront leurs deux instruments favoris, la coercition et la tromperie. Dans la mesure du possible, les oppresseurs se contenteront de mensonges. Tout d'abord, s'ils le peuvent, ils prétendront que tout va bien. Par exemple, que personne n'a été blessé, ou ils se débrouilleront pour que l'auteur de l'abus soit difficilement identifiable. Ils peuvent aussi insinuer que les victimes méritent le mauvais traitement ou en sont responsables. Tous ces manœuvres visent à brouiller les pistes et à empêcher quiconque de leur venir en aide. Si cela s'avère nécessaire, les abuseurs utiliseront la menace de la coercition pour maintenir leurs victimes dans l'isolement. Au mieux, ils tenteront d'instaurer un climat de crainte pour décourager quiconque de poser des questions gênantes sur le sort des opprimés. Comme ils dépendent entièrement de leurs mensonges, les oppresseurs ne peuvent tolérer aucune investigation. Rien ne les hérisse davantage que les questions. Les gens peuvent les suspecter ouvertement d'abus ou de pression, mais si tous sont trop intimidés pour le prouver, les coupables ne seront pas inquiétés. Enfin, si les curieux se rapprochent trop de la vérité ou des victimes, les abuseurs recourront effectivement à la force pour empêcher la moindre intervention. J'ai vu des soldats pointer leurs fusils vers moi devant un centre de détention militaire et m'indiquer clairement qu'ils étaient prêts à me descendre si je ne cessais pas de les harceler à propos de deux prisonniers détenus secrètement dans leur camp. Les oppresseurs sont parfois effectivement prêts à tuer, comme en témoignent les innombrables journalistes et avocats tués chaque année pour avoir tenté de révéler la vérité sur l'injustice commise dans les lieux les plus impitoyables du monde. Cependant, les oppresseurs cherchent souvent seulement à effrayer les gens. Ils n'envisagent pas leur portée gravement atteinte et beaucoup ne peuvent d'ailleurs pas se le permettre. Par contre, s'ils peuvent duper les secours sur leur intention, ils obtiennent un résultat tout aussi satisfaisant que s'ils détenaient réellement ce pouvoir. Pour eux, le succès est garanti. Leurs victimes sont seules, sans protection et totalement vulnérables. Ils ne peuvent que crier à Dieu dans leur désespoir. Pourquoi te tiens-tu éloigné, Dieu? Pourquoi te caches-tu en ces temps troublés? Dieu peut aussi lancer un cri similaire, non pas vers lui-même, mais vers son peuple. L'Éternel voit et trouve mauvais que le droit n'existe plus. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il est désolé de ce que personne n'intercède. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe 59, versets 15 à 16, Ésaïe 6, verset 8. Les cas d'injustice ne sont pas la plaie inéluctable d'un monde déchu. Dieu s'en émeut et nous exhorte à rechercher la justice. Les oppresseurs peuvent se montrer très intimidants, mais en nous attardant sur leur façon de procéder, nous pouvons nous préparer à leur résister. Nous pouvons faire quelque chose. Les 2 prochains chapitres donnent quelques suggestions spécifiques sur la manière d'enquêter sur les tromperies et d'intervenir en faveur des victimes. À bientôt pour la suite.